Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a parlé un peu d'actualité, c'est très rare, mais ça s'ancre dans une réalité qui est clairement historique et géopolitique, et il me semblait important de vous en parler. En Ukraine, à Kiev, en février 2014, vous avez un premier président. Ce président, il s'appelle Yanukovych. Yanukovych, ce qui se passe, c'est qu'il a des accords avec l'Union européenne qu'il refuse de ratifier. On arrive janvier-février 2014, la majorité des Ukrainiens voulaient qu'il ratifie ces accords avec l'UE afin justement de pouvoir se sortir de la misère entre guillemets économique et aussi ça permettait de lutter contre la corruption qui a lieu en Ukraine. Malheureusement, Yanukovych, c'est un président qui est pro-russe, donc qui est très proche de Vladimir Poutine, et qui du coup ne va pas ratifier ces traités. Cela entraîne en février 2014 des mouvements de révolte à Kiev qui vont se diffuser à l'ouest qui est plus pro-européen et ainsi que dans certaines villes à l'est. L'est de la Russie est pro-russe pour la majorité avec des populations qui sont russophones et qui sont pour les idées des gouvernements russes. Ces régions pro-russes vont se soulever, que ce soit les régions de Louhansk et de Donetsk, dont vous avez déjà entendu parler normalement si vous suivez un peu l'actualité, ainsi que la Crimée, qui est vraiment pro-russe, avec notamment le port de Sébastopol. À la suite de ces révoltes, du coup, notamment à Kiev, Yanukovych, destitué, finit par fuir en fait clairement le pays. Un gouvernement provisoire va se mettre en place, et c'est à ce moment-là où la Russie intervient. En effet, Vladimir Poutine, déjà au pouvoir depuis 2012, je vous rappelle, il succède à Medvedev en 2012, et auparavant, c'était lui qui était au pouvoir. Medvedev était tout simplement son sort de dauphin, d'accord, si on peut utiliser le terme. La Russie se réserve le droit de recourir à toutes les options disponibles, y compris la force en dernier ressort. C'est lors d'un discours du 4 mars 2014 que Vladimir Poutine, donne cette phrase qui montre bien qu'il a une volonté déjà de s'ancrer en Ukraine. Donc ce conflit n'est clairement pas récent. Au moment où Vladimir Poutine prononce ces mots, vous avez déjà des soldats supposés russes qui occupent la Crimée. La Crimée, c'est un point stratégique, elle appartient à l'Ukraine, notamment point stratégique avec ses deux aéroports et son port militaire, bien sûr, ainsi que toutes les petites bases militaires. C'est un point avancé en mer Noire et point très stratégique qui permet d'avoir la fermeture aussi sur la mer d'Azov. A noter que depuis 60 ans, la Crimée est ukrainienne, donc ça fait très peu d'années, et comme je vous l'ai dit, elle est pro-russe, il y a énormément de population russe. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un référendum organisé plus ou moins à la va-vite, on ne sait pas s'il a été fait dans les termes légaux des référendums, mais dans tous les cas, la Russie reprend la Crimée et reprend la majorité des bases militaires, voire la totalité des bases militaires ukrainiennes en Crimée. Courant mars 2014, il y avait déjà énormément de révoltes internes qui sont présentes, notamment à l'est du pays. Et ces révoltes touchent notamment les régions de Donetsk et de Louhansk, dont je vous ai parlé plus tôt, qui sont pro-russes. Régions qui, le 11 mai 2014, font un référendum d'autodétermination, comme en Crimée, et décident de devenir République populaire de Donetsk et République populaire de Louhansk. Et donc de se détacher à ce moment-là de l'Ukraine. À ce moment-là, l'Ukraine craint réellement une invasion russe. Dans le même temps, le 11 mai 2014, donc toujours en 2014, il s'est passé énormément de choses à ce moment-là, Petro Poroshenko arrive au pouvoir, enfile les habits militaires et va défendre l'Ukraine contre une possible invasion russe. En effet, la Russie déploie des troupes en Biélorussie, en Transnistrie, en Crimée et en Russie, donc frontaliers avec l'Ukraine. Donc ce sont des territoires qu'il va falloir défendre. L'Ukraine redéploie son armée à travers son pays pour se défendre contre cette possible invasion. Le 17 juillet 2014, un événement va changer la donne. On était sur un conflit à la base interne seulement ukrainien, puis interétatique entre l'Ukraine et la Russie. Là, on va passer à un conflit qui déjà à ce moment-là devient mondial. Un vol qui fait Kuala Lumpur, Malaisie, Amsterdam est abattu en passant au-dessus de l'est de l'Ukraine. À ce moment-là déjà, février 2015, une série de sanctions est mise en place par les Occidentaux contre la Russie pour justement calmer les tensions. De nombreux chefs d'État sont présents, que ce soit François Hollande, Angela Merkel, et le but est forcément de mettre au pas et d'essayer de canaliser Petro Poroshenko et Vladimir Poutine et de trouver un accord entre les deux parties. Des premiers accords gèlent la ligne de front, ce sont les accords de Minsk 1. Néanmoins, ils ne seront pas respectés par la Russie. On aura toujours une avancée des troupes russes, notamment à Donetsk et à Louhansk. Donc,
zones qui sont certes reconnues officiellement par la Russie depuis seulement quelques jours, semaines, mais qui en fait depuis 2014 sont clairement utilisées et sont clairement en contact fréquent avec la Russie. Donc l'idée ici, c'est que les accords de Minsk 1 n'ont pas été respectés et que les accords de Minsk 2 ne le seront pas, plus la frontière va bouger, va s'étendre jusqu'à se geler plus ou moins, même s'il y avait encore quelques zones de conflit, jusqu'à aujourd'hui, là on en est, 2022. Les chiffres officiels pour ce conflit 2014-2015, c'est 5600 morts, ce qui est entre guillemets très peu pour un conflit de cette ampleur, 1,6 million de réfugiés en Russie pour une partie, 200 à 300 000 personnes en Russie, et le reste dans d'autres parties de l'Ukraine, voire dans les pays alentours. Dans tous les cas, pour revenir sur ce qui se passe actuellement, on ne sait pas où ça va mener. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas être happé par les informations, les réseaux sociaux qui disent que c'est la fin du monde, la troisième guerre mondiale, etc. Nous n'en avons aucune idée. Regardez ça d'un point de vue extérieur, essayez de vous baser sur des sources et des chiffres, des éléments fiables, même si c'est très dur pour quelque chose qui est très contemporain et très actuel, surtout qu'il faut trier l'information, ça demande un réel travail de fond si vous voulez être réellement au courant de ce qui se passe. De mon point de vue, si ça vous intéresse, l'arme nucléaire n'est qu'une arme de dissuasion, des sanctions vont être prises, et c'est l'idée, contre la Russie. Y aura-t-il une intervention de la part des États européens contre la Russie? C'est une réelle question qu'il faut se poser, notamment du fait de la présence de l'OTAN, l'Organisation transatlantique Nord. L'Organisation transatlantique Nord, je vous rappelle, c'est tout simplement à la base une volonté politique à la suite de la Seconde Guerre mondiale qui a pour objectif de garder l'Allemagne sous tutelle, ce n'est plus le cas aujourd'hui, avoir des accords commerciaux et des accords notamment politiques et militaires entre l'Europe et les États-Unis, et surtout garder la Russie à l'extérieur. Ceux qui souffrent le plus de cette guerre sont les civils, qui sont forcément en première ligne. Si vous voulez une vidéo sur la puissance russe, comment est-ce qu'elle a pu se développer, comment est-ce que de la chute de l'URSS à la Russie, on est arrivé à ce point-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une petite vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager bien sûr cette vidéo, plus longue que d'habitude certes, mais on avait besoin de se poser un petit moment. Néanmoins, je ne traite pas toute l'information, notamment actuelle, qui se passe à ce sujet. C'est à vous aussi de faire ce taf-là en tant que citoyen. C'est votre travail. Alors, d'accord, on a tous un travail de citoyen et ça en fait partie. Moi, j'essaierai de vous faire des vidéos si ça vous intéresse, si je vois que vous êtes enjoué par ça un peu plus souvent. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner pour m'apporter votre soutien. Laissez un petit pouce bleu, pareil, pour donner un peu de visibilité à ce genre de contenu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Malicus. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.